Le psychologue est un professionnel qui a été formé en sciences humaines pendant 5 ans. Ça n'est pas un psychiatre. Un psychiatre, c'est un spécialiste d'un domaine médical. Le psychologue, on a souvent tendance à l'imaginer comme s'occupant de patients dans un cabinet, mais peut aussi travailler dans une institution, à l'hôpital, en protection de l'enfance, etc. Il va être là pour passer aussi des périodes difficiles, aider à mobiliser les ressources de la personne en face de lui. Mais il ne faut pas oublier qu'il peut aussi aider dans les organisations. En tant que psychologue, on peut aussi évaluer, diagnostiquer des difficultés, parfois pour mieux les orienter, mieux les accompagner. AVS avec Philippe Robichon. À votre bonne santé à tous, bonjour, bienvenue. On retrouve aujourd'hui Maximilien Bachelard qui est là. Bonjour Maximilien. Bonjour. Doublement psy, docteur en psychologie et psychothérapeute. Exactement. Vous avez écrit un livre qui s'appelle L'approche intégrative en psychothérapie et vous animez avec beaucoup de talent la chaîne YouTube Les Psys débattent. Oui, exactement. Enfin, les psys parlent aux psys. On a plus d'une trentaine d'interviews, 38 interviews de collègues qui viennent des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, du Maroc, de la Tunisie, pour savoir un petit peu l'état de la psychologie, des psychologues, de la société, comment ils fonctionnent, leurs difficultés. Et ça fait beaucoup de bien. Tous ceux qui les ont vus les ont appréciés en me disant c'est marrant, je me retrouve dans le discours de tel ou tel collègue. Et c'est réalisé sans trucage, sans montage, naturellement, avec parfois des chats qui se baladent devant l'écran. Voilà, l'émission s'appelle Les psychologues français, évoluer ou mourir. Avec nous au téléphone, Mickaël Morlet-Rivelli, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous aussi, vous êtes psy, alors vous êtes psy quoi ? Alors moi, je suis psychologue. Voilà, et vous êtes expert judiciaire. J'ai également le titre de psychothérapeute aussi, et puis oui, j'ai des fonctions d'expertise judiciaire, mais c'est pas un métier. C'est plus une fonction, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Exactement, c'est comme psychothérapeute, c'est pas un métier en fait, c'est une fonction. Et c'est bien une des difficultés parfois qu'on a, c'est qu'on confond la fonction et le métier. Mais alors, expert, quand on parle d'expert, on parle de quoi ? Parce que expert, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très très au courant de quelque chose. Un expert, c'est quelqu'un qui a une qualification particulière dans un domaine particulier, suite à des formations particulières et ou associées, qui peut être associée à une pratique éprouvée sur le terrain, et qui d'ailleurs ne se proclame pas comme expert, puisque comme le dit très bien Jean-Marc Jancovici, un expert ne se proclame jamais comme expert, ce sont les autres qui désignent comme expert. Donc dans mon cas précis en tant qu'expert judiciaire, c'est la Cour d'appel de Reims qui m'a désigné comme expert après que j'ai porté candidature pour remplir les fonctions d'expertise. Et donc j'interviens sur des affaires criminelles pour donner un avis, pour éclairer le magistrat qui va me désigner sur le profil psychologique, sur le profil comportemental et sur les motivations qui ont amené une personne à subir un événement criminel ou à réaliser un événement criminel, avoir un passage à l'acte criminel. Donc je dépose après auprès de la cour d'assises, donc je fais un travail d'évaluation, de diagnostic, d'identification et d'explication. D'accord. On n'est pas du tout dans de la thérapie. Alors vous dites que c'est pas un métier, mais est-ce que vous êtes rémunéré quand vous êtes appelé par un tribunal ? Très très cher, il va vous dire. Je suis rémunéré extrêmement cher, oui, puisqu'il faut savoir que les experts psychologues et les experts psychologues et psychiatres français sont les moins bien payés d'Europe. Pour être tout à fait transparent, je suis rémunéré 370,50 € pour une expertise au pénal, sachant que ça peut me demander aussi bien 5 heures de travail comme 15 heures ou 20 heures. 15 heures de boulot pour 300 et quelques. Ah, c'est le forfait. C'est un forfait. C'est un forfait, c'est pas la journée, ouais, d'accord. Et ce qui est important de dire, voilà. Des experts judiciaires, vous en avez dans toutes les disciplines. Vous avez des experts judiciaires dans les professions de santé. Vous avez des experts judiciaires en architecture. Vous avez des experts judiciaires en voie publique, par exemple, en balistique, exactement, en voiture, en comptabilité. Un expert comptable est un expert. Et les seuls dont la rémunération est forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle est définie par décret, c'est les psychiatres, les psychologues et les légistes. Donc, on est extrêmement peu payé parce qu'on est assez demandé. Il y a beaucoup de désignations qui sont faites de psychologues et de psychiatres. Et donc la rémunération est absolument ridicule. Pour information, en Allemagne et en Suisse, à travail équivalent, vous êtes payé à peu près entre 6 et 8 000 € l'expertise. Ah oui, rien à voir. 6 à 8 000, 370. Et puis surtout, il y a aussi une question importante, c'est comme c'est un forfait, soit vous prenez une demi-heure, soit vous prenez 10 heures. Exactement. Voilà. Alors psy, on va chez le psy, tout le monde en parle, le psy, mais psy c'est beaucoup de choses et à la fois, c'est un peu un couteau suisse. Ouais. Alors quand on parle de psy, on parle de quoi ? Je vais donner quelques éléments. Alors d'abord, le psychologue est un professionnel qui a été formé en sciences humaines pendant 5 ans. Ça n'est pas un psychiatre. Un psychiatre, c'est un spécialiste d'un domaine médical. Donc le psychiatre, il est spécialiste des maladies mentales, l'ophtalmologue des yeux. Alors attendez, le psychiatre, il est docteur aussi, non ? Il est docteur en médecine et il a une spécialisation. Donc vous pouvez être spécialisé en neurologie, en gynécologie, en ophtalmologie,
en gastro-entérologie ou en psychiatrie, par exemple. Le psychologue, il fait quoi pour sa formation? Qu'est-ce qui valide sa formation? Il doit faire un bac+5 dans une université publique. Il y a aussi quelques universités privées. Mais le psychologue, on a souvent tendance à l'imaginer comme s'occupant de patients dans un cabinet. C'est une grande majorité de l'exercice, mais peut aussi travailler dans une institution, à l'hôpital, en protection de l'enfance, etc. Donc le psychologue, il va être là pour passer aussi des périodes difficiles, aider à mobiliser les ressources de la personne en face de lui. Mais il ne faut pas oublier, et là la majorité du public ne se rend pas forcément compte, qu'il peut aussi aider dans les organisations, les aider à tourner dans un autre sens, parce que parfois les salariés subissent des complications organisationnelles ou un management qui ne tient pas la route. Donc là, on va avoir des psychosociologues, des psychologues du travail, ceux qui font de la psychologie industrielle, psychologie des organisations. Mais en tant que psychologue, on peut aussi évaluer, diagnostiquer des difficultés, parfois pour mieux les orienter, mieux les accompagner. Donc un neuropsychologue, par exemple, va évaluer des fonctions cognitives comme la concentration, la mémoire après un accident de la voie publique, par exemple. Vous êtes hospitalisé en neurologie et on va évaluer le déficit que vous avez. Et là, qu'est-ce qu'il a comme spécialité, le alors neuropsychologue? lui, il a des évaluations psychométriques avec lui, c'est-à-dire des évaluations standardisées qui permettent de savoir si vous êtes dans la moyenne ou pas. Mais il est bac+5, pareil. Il est bac+5, pareil, mais il a une spécialisation qu'il va exercer. Vous avez par exemple un patient Alzheimer, donc on va évaluer le déficit qu'il a et on va peut-être, ce qu'on appelle de la remédiation de la stimulation cognitive, c'est-à-dire aider la personne âgée à pouvoir mobiliser sa mémoire, puis il va réévaluer 6 mois après si finalement le traitement qu'on a proposé, l'exercice ou le médicament ou quoi que ce soit a pu influencer en bout de course les ressources cognitives. Alors le psychothérapeute maintenant. Alors le psychothérapeute, c'est une fonction en fait. C'est un mot qui est protégé, c'est un titre qui est protégé par la loi. Si vous appelez psychothérapeute, la majorité du temps, à 90 ou 95%, vous êtes médecin ou psychologue à la base. Donc c'est une fonction d'aide auprès d'une personne. Vous allez par exemple pratiquer l'hypnose, la thérapie comportementale, une thérapie familiale, etc. Mais c'est un mot qui a été posé et qui a été encadré par un décret. Mais il faut savoir désormais, depuis quelques années, que les gens contournent ce mot et font le même métier que nous, on va dire, mais sont parfois formés en 2 semaines dans une école parfois farfelue, parfois plutôt sérieuse, et vont s'octroyer le titre de psychopraticien, par exemple. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous charlatans, évidemment, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas utiliser le terme de psychothérapeute. Praticien en psychothérapie, spécialiste de la psychologie. Voilà, tous ces trucs-là, malheureusement, nous indiquent que la personne n'a pas la formation de base qui nous semble indispensable en tant que psychologue pour aider. Quelqu'un va pas bien? Oui, vas-y, Mickaël. Ouais, juste pour appuyer ce que disait Maximilien, c'est qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi à un moment on a cherché à protéger ces titres professionnels. Pourquoi on a cherché à protéger le titre de psychologue et le titre de psychothérapeute? Parce qu'il y avait un constat qui était fait de la part des pouvoirs publics et du législateur sur le mésusage des techniques psychothérapeutiques ou de la profession de psychologue. Et en 85, il a légiféré sur le titre de psychologue pour protéger l'usager qui allait voir des psychologues à cette époque dont les critères de formation n'étaient pas standardisés. On pouvait se prétendre psychologue avec une maîtrise de philosophie dans les années 70, et le titre de psychothérapeute a été par la suite régulé par la loi, ça a été devenu un titre professionnel qui s'acquiert après avoir répondu à des critères de formation pratique et théorique. Il faut savoir que la MIVILUD, le mouvement interministériel de lutte contre les dérives sectaires, en 2018 a produit un rapport dans lequel il précise que les premiers facteurs de radicalisation d'un individu et les premiers facteurs d'emprise d'un individu se situent du côté de la psychothérapie et des médecines complémentaires. On parle d'un rapport qui date de 2018. Le décret de psychothérapeute, je crois que c'est 2012, me semble-t-il. Même si le projet est antérieur, mais c'est 2012. Et le titre de psychologue, c'est 85. C'est-à-dire, à l'échelle d'une vie humaine, c'est très très jeune. Donc, en 2018, on est encore en train de se poser ces questions-là, de savoir comment on peut protéger l'usage. Et comme à chaque fois qu'on protège quelque chose, il y a un détournement, comme le disait Maximilien. Avant, ceux qui se proclamaient psychothérapeutes ont changé leur plaque pour mettre psychothérapie. Donc finalement, le problème n'a pas été réglé, il a juste été déplacé. Il n'a pas du tout été réglé, en fait. Il n'a pas du tout été réglé. Et on a vu les hypnothérapeutes fleurir, on a vu les coachs fleurir, on a vu tout un tas de personnes qui vont recevoir des gens en souffrance
pour des raisons psychologiques, psychiatriques, somatiques, en tout cas pathologiques, voire existentielles. Un deuil n'est pas pathologique, mais peut en tout cas causer une grande souffrance, et qui n'ont pas de qualification particulière, en tout cas beaucoup moins que quelqu'un comme nous qui a un bac+5 ou un bac+8, ou un médecin psychiatre qui a un bac+12. Donc à un moment, le problème n'a pas du tout été réglé, il a juste été déplacé, et il y a juste un usage sémantique autre qui s'est fait naître, quoi. Ça revient aussi à une question qui est importante, et là, même les gens qui ne sont pas psychologues, je pense, peuvent l'entendre. Ça vient avec la modernité, avec la question de la dissolution des professions. C'est-à-dire que la psychologie, maintenant, n'importe quel coach, un happiness manager dans une entreprise est psychologue. On est tous un peu psychologues. Et c'est ça le problème, malheureusement. Parce qu'on croit que c'est facile aussi. On croit que c'est facile, et donc on se forme à des techniques. Le problème, et je fais souvent cette analogie-là, c'est que si je vais voir quelqu'un d'assez connu, d'intéressant, qui est spécialiste il se proclame spécialiste d'une pathologie, et puis il connaît très bien 2 médicaments qui marchent bien. Moi, j'irai pas le voir, j'irai voir un médecin en fait. J'irai voir un médecin, et c'est bien la difficulté, c'est qu'on vient chercher des gens qui maîtrisent des techniques, mais on ne sait pas si finalement ils s'y connaissent. Vous pouvez prendre la métaphore du BTP en fait. Quelqu'un connaît très bien le bois, il a coupé du bois, il en stocke, il sait faire de la charpente, mais en fait il n'a pas les bases suffisantes pour savoir si finalement cette charpente elle va pas se casser la tronche, quoi, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, on commence à comprendre qu'il y a un souci. Les psychologues pendant 5 ans sont formés à des choses importantes, notamment la personnalité des gens et ce qu'on appelle la psychopathologie. Quand vous faites de l'hypnose... Alors la psychopathologie, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ? La classification des différentes pathologies qu'on peut avoir au niveau psychique. Alors d'une pathologie simple, là, pourquoi pas des pathologies psychiatriques beaucoup plus lourdes, la schizophrénie, l'anxiété, la dépression, etc. Si vous n'avez pas ces connaissances-là, malheureusement, vous vous baladez avec un marteau que vous utilisez à la perfection, mais peut-être que vous allez taper au mauvais endroit, en fait. Et pour ma part, j'ai parfois, malheureusement, et ça me met un peu en difficulté, des gens qui viennent me voir, qui me disent j'ai fait de l'hypnose chez quelqu'un et puis c'était bien au début et puis maintenant j'ai des angoisses toute la nuit et je me sens pas bien, et puis moi de me dire moi intuitivement je n'aurais jamais fait d'hypnose avec cette personne-là. Pourquoi je n'aurais pas fait d'hypnose? Parce que tout simplement elle a tendance à avoir des grands accès de paranoïa, et que le thérapeute qui a été formé en 3 semaines à l'hypnose avant crée une situation bien particulière où on va dire tous d'élite de plus en plus. Donc, il y a ces questions-là à poser. On appelle ça comment, donc, finalement On appelle ça comment ? Quoi ? Finalement, quand quelqu'un commence un traitement et que ça aggrave la pathologie ou que ça en crée une autre, on appelle ça quoi ? C'est une décompensation ? C'est une quoi ? Oui, alors il y a un terme qu'on utilise qui provient de la psychanalyse, parce qu'on se dit qu'on est bâti sur une structure de personnalité et puis qu'elle commence à s'effriter, à s'effondrer suite à un événement extérieur. Et notamment, ce qu'on peut proposer parfois peut être un peu bousculant. On ne peut pas utiliser une méthode sur tout ce qui bouge. Vous voyez, ça renvoie à une question... Alors, on en entend parler notamment sur le MDR de ça aujourd'hui. Mais ça renvoie à une question importante, c'est-à-dire que les gens ont des difficultés, ça n'est pas pour rien. Ça peut avoir une fonction. Vous voyez, quelqu'un qui range, qui est très obsessionnel, on se dit intuitivement, il faudrait qu'il arrête d'être obsessionnel. Mais peut-être que ça vient canaliser des angoisses qu'il a. Si vous n'êtes pas formé à comprendre ça, vous utilisez votre outil partout. Celui qui a un marteau ne voit que des clous, comme on dit souvent. Et ça risque de devenir un gros problème. Maximilien Bachelard est avec nous, docteur en psychologie et psychothérapeute. Et puis Mickaël Morlet-Révillier est avec nous également, expert judiciaire auprès alors on dit auprès ou près du tribunal de Reims, tiens. On dit près, la cour d'appel, près des tribunaux. Ouais, c'est pour ça que je me suis repris d'ailleurs près du tribunal de Reims. Entre autres, vous êtes un expert judiciaire, on en parlait tout à l'heure. Maximilien, je sais que vous voulez absolument nous parler de l'histoire de celle qui aime les piqûres, mais j'aimerais que Mickaël nous précise la différence qu'il y a entre un médecin et un docteur qu'on ne fait pas toujours. Oui, ça me semblait utile, Philippe, parce que tout à l'heure, vous avez fait une petite confusion, qui est une confusion qu'on le retrouve extrêmement souvent, voire tout le temps, dans nos métiers et dans le grand public, et notamment moi, c'est quelque chose que j'entends tous les jours à mon cabinet. Les gens ne font pas forcément la différence entre un médecin et un docteur. Il faut savoir que le doctorat, donc ce qui permet de nous prémunir du titre de docteur, c'est un diplôme. C'est un niveau de diplôme. Vous avez 3 niveaux de diplôme en Europe qui ont été harmonisés en 2004. Vous avez la licence, le master et le doctorat, mais ce n'est pas du tout un titre professionnel. On peut tout à fait être docteur en mathématiques, on peut être docteur en architecture, on peut être docteur en psychologie, en médecine.
ça ne fait pas pour autant de nous des médecins. Donc normalement, un docteur en médecine est un médecin et un docteur en psychologie n'est pas du tout un médecin. Je pense que c'est important de bien préciser ça. Il y a d'ailleurs un arrêt de la Cour de cassation qui a été prononcé il y a quelques années. C'est très récent, je crois, c'est à moins de 10 ans. Oui, c'est à moins de 10 ans. Ça, c'est sûr. Je crois que c'est 2009 ou 2010 de mémoire qui stipulait qui concluait que le docteur scientifique, donc le docteur en psychologie comme Maximilien Bachelard par exemple, avait tout autant le droit que le médecin, si ce n'est plus pour des raisons traditionnelles et culturelles, de se prévaloir du titre de docteur plutôt qu'un docteur en médecine. Il faut le savoir parce que c'est une particularité, c'est une exception culturelle française encore là aussi. Donc on peut tout à fait être docteur dans tout un tas de sciences, dans tout un tas de disciplines académiques, sans pour autant être médecin. Ouais, je crois que la personne était docteur, il me semble, en mathématiques ou en biologie. Elle avait marqué docteur sur un papier, et donc on avait conclu qu'elle se faisait passer pour médecin. Donc il a fallu clarifier, et je pense qu'on est des rares pays dans le monde à devoir clarifier ce genre de bêtises, parce que ça montre une inculture du pays sur son propre système universitaire. Mais vous verrez jamais ça au Québec, par exemple. On est appelé docteur et puis c'est tout, quoi. Bon, alors comment s'appelle celle qui aime les piqûres, Maximilien ? Oui, je voulais vous raconter une petite histoire. Alors, elle va vous paraître un peu étrange, mais je pense qu'elle est bien à propos. Donc, je voulais vous conter l'histoire de Juliette. Donc, elle a 24 ans et il y a un truc, c'est qu'elle a toujours rêvé de faire des piqûres. Mais c'est vraiment son truc, quoi. Donc, c'est étrange, certainement, vous me direz, mais c'est ainsi. Donc, un jour, elle arrive à ouvrir un cabinet et elle y pique des gens, mais elle a une double compétence importante, c'est qu'elle peut introduire des vaccins et faire des prises de sang. Donc, elle est heureuse comme tout et les gens, dans l'ensemble, sont assez content d'avoir quelqu'un qui lui permette d'être piqué pour ces deux possibilités. Donc, un jour, voyant qu'elle ne peut répondre à toutes les demandes, elle s'inscrit à une formation sur la pose de pansements. Mais une fois la formation validée, elle le rajoute également à sa plaque, donc les pansements et les piqûres. Mais malheureusement, les infirmiers de la commune commencent à pester et à recevoir de temps à autre des gens qui ne devaient pas avoir ce vaccin-là ou des pansements qui n'étaient parfois pas adaptés à leur type de peau. Mais Juliette n'est pas contente. Elle trouve ça injuste et elle se dit que les deux font le même métier quand même. Eh bien non, lui répond une infirmière. Durant 3 ans, nous apprenons le corps humain, la biologie, les gestes techniques, certes, mais notre métier n'est pas une simple fonction, madame. De la même manière, comme je vous le disais, savoir faire du béton, ça va pas vous transformer en terrassier, surtout quand on apprend que le béton peut se fissurer, qu'il faut aussi créer des évacuations, il faut les penser avant de faire une terrasse. Pour ma part, comme je vous le disais, je n'irai pas voir un spécialiste d'un médicament, mais je continuerai à consulter des médecins qui comprennent le rationnel de ce qu'ils font, qui peuvent se questionner sur la logique de leur action et ajuster en fonction du corps, de la personne en face, de son hygiène de vie, de ses maladies. Donc, ils pourront adapter pour trouver le bon traitement et la bonne posologie. Et je pense que cette analogie, elle nous permet de comprendre aussi ce qui se passe pour le psychologue, qui n'est pas simplement un technicien qui applique des méthodes bêtement en fonction d'un indice. Sinon, les machines pourraient nous remplacer tout simplement. Bon, est-ce qu'aujourd'hui les psychologues se font voler des patients par les coachs ? Ou pas ? Complètement, oui. Complètement. Et d'ailleurs, l'argument premier des coachs, c'est de venir dire, oui, mais les coachs, les hypnothérapeutes, etc., c'est de venir dire, oui, mais vous supportez pas qu'on marche sur nos plates-bandes. Mais moi, je le revendique complètement, absolument. Moi, de mon point de vue, je me suis cassé le cul à faire des études, à passer des concours, à me spécialiser dans des domaines. Je suis parti à l'autre bout de la France pour faire ma spécialité en criminologie. J'ai pas envie d'avoir un coach ou un hypnothérapeute qui a fait 9 mois de formation, qui va s'estimer aussi compétent que moi, venir marcher sur mes plates-bandes dans un souci d'intérêt du patient. Je vais vous raconter une histoire, ça va me prendre 30 secondes. J'ai eu il y a quelques années une patiente qui arrive à mon cabinet qui me dit faire une formation en coaching personnel. Et elle me dit qu'en fait sa formation dure 9 mois. Et je lui dis mais pourquoi vous pouvez... Elle me dit je veux me spécialiser dans les populations toxicomanes et du coaching en addictologie. Bon ok, très bien, j'entends. Mais pourquoi vous voulez vous spécialiser dans cette population-là? Et elle me répond parce que je suis une ancienne toxicomane, j'ai 40 ans, mais quand j'avais 20 ans, je me shootais tous les jours. J'ai mis des années à m'en sortir. Je suis tellement fier de m'en être sorti que je veux transmettre ça aux autres. Je lui dis mais madame, on fait pas ça n'importe comment quoi. Sous prétexte que vous avez vécu ça, 1, ça vous rend pas plus compétente, 2, ça vous rend pas plus spécialiste de la discipline, et 3, je pense qu'on ne prend pas des toxicomanes en charge sous prétexte qu'on l'a été, qu'on a fait une formation de 9 mois. C'est ça qui se passe dans nos cabinets. Il faut vraiment que les gens se rendent compte que moi je suis spécialisé dans le trauma. Je reçois souvent des gens qui sont passés entre les mains d'hypnothérapeutes ou de psychopraticiens, etc. Et en fait, je passe un certain nombre de séances à rattraper les conneries de mes prédécesseurs, donc à faire payer aussi, c'est ce que je fais payer en plus aux patients. C'est le risque que le patient se dise mais je vois encore quelqu'un, il faut encore que je lui raconte tout, et du coup je suis pas curable, on peut pas me guérir, je suis désespéré, donc il y a un syndrome dépressif qui se rajoute au-dessus.
Enfin, c'est quand même dingue. Je pense qu'un gynécologue, si vous avez un problème gynécologique, vous n'irez pas voir un ophtalmologue, quoi. Chacun a ses métiers, chacun a sa spécificité. Et je pense qu'il faut faire super attention à ça. Et la confusion des genres, à laquelle les patients participent aussi, parce que les patients ne demandent jamais une qualification, ils ne demandent jamais le diplôme. Moi, j'ai entre 12 et 13 000 consultations à mon actif. Ça fait 7 ans ou 8 ans que j'exerce en libéral. J'ai 3 patients qui m'ont demandé mes diplômes. Depuis que je pratique, ça m'est arrivé 3 fois sur des milliers de patients. Eh ben moi, jamais. Donc, Jamais. Ils ne font pas cet effort d'information, mais je pense que au-delà du fait que le patient fasse l'effort, c'est aussi à nous de le renseigner. On a un devoir d'information et d'éducation vis-à-vis des gens qui viennent nous consulter, et on a vraiment un devoir d'information. Je pense que c'est super important. Donc c'est un effort qui doit être collectif, mais il y a des vraies dérives. Il y a des vraies dérives qui sont d'ailleurs régulièrement pointées par les pouvoirs publics, par le législateur, mais il y a toujours un moyen de détourner. Il faut savoir qu'on ne attaque quasiment pas les gens sur une question d'usurpation de titre de psychologue. En fait, c'est très rare. Il y a simplement l'experte qui avait été condamnée en 2004 parce qu'elle avait falsifié ses diplômes. Elle avait fait 400 expertises alors qu'elle avait un BEPC à la base. Vous pouvez retrouver ça sur Google facilement. Mais sinon, en fait, on n'attaque personne. Oui, c'était à Bordeaux. Mais finalement, est-ce que le fait qu'elle ait pratiqué 400 expertises, ça fait pas d'elle de fait une experte? Ah oula, c'est Philippe qui commence à nous envoyer des petites épingles. Alors, la question de Philippe est très pertinente parce qu'elle amène sur la question de savoir si l'expérience fait la compétence. Ça suffit pas. Et en fait, ce que la science prouve, c'est que ça n'est absolument pas le cas. Parce que si dès le départ, j'ai offert une analogie. Vous êtes Christophe Colomb, vous partez à la recherche de l'Amérique, ok? Vous allez en Amérique après y être, vous allez en Amérique après y être allé de nombreuses. Alors par parenthèse, aujourd'hui l'histoire prouve qu'il y en a qui l'avaient découverte avant lui, mais enfin bon, c'est pas le sujet. Ça prouve surtout, l'histoire a surtout prouvé aussi que c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Voilà, c'est ça. Vespucci, en plus. Christophe Colomb a découvert les Antilles. Mais donc vous êtes un grand navigateur, vous partez sur un objectif précis auprès duquel vous vous êtes toujours rendu à travers des sextants, à travers des appareils de mesure, etc. Ouais. Et puis vous vous dites un jour, moi j'ai l'expérience, alors je vais partir au pif parce que je connais à peu près les courants, je connais les vents, je connais l'environnement, je vais y aller au pif. Quelle est la probabilité pour que vous arriviez à bon port, selon vous? Moi, je vais dire 1 sur 2. On est mal barré. 1 sur 2, c'est énorme. Je pense que votre probabilité, elle est infime. Elle est infime parce que si vous partez même avec un degré d'écart au départ, sur une distance aussi longue que 400 expertises devant une cour d'appel, vous allez vous planter à la fin. Ouais, mais je vois que personne n'a le permis bateau ici. Il n'y a que moi qui l'ai pour pouvoir... Moi, je raisonne pas comme ça, Mickaël. Je dis soit vous y arrivez, soit vous y arrivez pas. Donc ça fait 1 sur 2. Mais je triche. Oui, tu triches. Il n'y a rien de pire, et c'est ce que nos études en tant que professionnels de la santé nous apprennent à travers leur longueur, à travers leur réflexion éthique, déontologique. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui pense savoir. D'accord, mais Mickaël, comment vous expliquez aujourd'hui le succès de l'univers du coaching? Parce que je pense qu'on est dans une société où les gens ont besoin de repères un peu plus précis. On est dans une société où les gens sont aussi sujets à une dérégulation du marché de l'information qui fait qu'on est arrivé à une société qui est extrêmement manichéenne, qui est extrêmement hygiéniste, qui marche énormément sur l'émotion. Et je peux vous dire qu'en tant qu'expert auprès des tribunaux, je le vois, on est beaucoup dans l'émotionnel, on est dans le tout victimaire, et que les gens, donc du coup, sont peut-être un petit peu plus déprimés, ont peut-être tendance à aller un peu plus vers le noir, un peu plus vers le négatif, et on leur offre en fait, alors qu'ils sont en souffrance, on leur offre des solutions toutes faites, dont on leur fait comprendre que ça va être facile. Il y a un chemin rapide. Si tu me suis, ça va aller plus vite, quoi. Ça ne demande pas d'effort. Et vous allez devoir payer 2 ou 3 consultations d'hypnose, certes à 200 balles l'hypnose, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, vous foutez 10 balles sur un paquet de clopes. Mais si l'hypnose permettait de se sevrer du tabac aussi facilement que les hypnothérapeutes le prétendent, il n'y aurait pas 70 000 morts par an, quoi. Surtout que les études prouvent que c'est... surtout que les études prouvent pas ça. Justement, quand on est sérieux, on s'informe là-dessus. Mais c'est aussi la question de l'image qu'on a du psy, et ça continue. Et tout simplement aussi de ce que les psys peuvent renvoyer, en fait, notre profession. Est-ce qu'il n'y a pas une réalité, finalement, et la faute, elle n'est pas du côté des psys? Si, je pense qu'en grande partie, en bonne partie. Ben oui, voilà, on est d'accord, en grande partie. En grande partie parce que comment on peut influencer sur l'image du psy? Mickaël et moi, on fait ça à chaque rencontre. Et moi, la 3/4 des patients sont très étonnés que je leur dise que je vois les gens à peu près une dizaine de consultations. Ils s'attendent à ce qu'on soit parti pour 10 ans. Sur des années. Voilà, donc déjà, on fait quelque chose. Mais en fait, on fait rien, c'est rien sur l'univers. Donc,
La question, c'est de pouvoir représenter un corps professionnel qui renvoie une image. Quand j'ai fait mes études au Québec, je prenais le métro, il y avait des publicités sur les psychologues et l'image de la profession a changé aux yeux du public, notamment par l'instauration d'un ordre professionnel qui a passé son temps à travailler sa communication. Ordre professionnel, c'est quoi? C'est un conseil de l'ordre ou ça n'a rien à voir? Oui, c'est un conseil de l'ordre donc, qui donne un permis d'exercice à la profession, qui représente la profession. Vous êtes avocat, vous devez être inscrit. Voilà, et vous devez être inscrit auprès de l'ordre. Il n'y en a pas aujourd'hui, c'est ça? C'est ça que vous dites? Il n'y en a pas aujourd'hui. En France, il n'y a pas de conseil de l'ordre des psychologues. Ça fait des décennies qu'on parle de ce truc-là et ça ne prend jamais pour des guerres intestines franco-françaises, comme assez souvent dans plusieurs domaines. Mais je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier, et je l'explique régulièrement, un conseil de l'ordre national de l'ordre des psychologues permettrait de protéger le public. À un moment donné, de le protéger, c'est son ordre prioritaire. C'est la mission première d'un ordre. Exactement. La mission première d'un ordre professionnel, c'est de protéger l'usager des mésusages de la discipline qu'il dit protéger. Les angoisses des psychologues, la plupart du temps, c'est qu'ils ont peur que l'ordre, finalement, vienne les fliquer, vienne vérifier ce qui se passe. Peut-être aussi, non? Alors, ce qu'on peut voir, notamment au Québec... C'est pour nettoyer la profession, enfin. Non, c'est faire le ménage. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les Français ont peur de parler de leur pratique. Les quelques personnes qui n'ont pas voulu répondre à mes interviews, il y en a très peu. Je ne citerai pas ces gens parce que, évidemment, ce sont des gens connus. Alors là, Maximilien, on peut tout se dire. Non, mais on éteindra bien les micros à la fin. Non, qui veut pas vous répondre, par exemple, parce qu'il n'a pas envie de dire certaines choses? Parce que les gens veulent pas parler de leur pratique. Ils ont cette trouille-là. Mais pourquoi ils voudraient pas parler de leur pratique? Parce qu'on a peur d'être jugé, parce que on veut pas être remis en question et qu'on n'a pas cette culture du débat. Quand vous allez au Québec, vous avez cette culture du débat. C'est pas parfait au Québec du tout, mais on a la possibilité. En France, c'est culturel, on n'a pas la culture de l'évaluation. Et du débat. Une supervision, c'est pas une évaluation, par exemple? Oui, mais c'est dans l'intimité. Vous discutez avec quelqu'un dans un huis clos, quoi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Là, moi, quand je propose une tribune, on parle de ces pratiques. Donc la France est dans des guerres intestines à l'intérieur de la psychologie depuis que la profession existe, c'était bien avant 85. Et quand vous allez au Québec, ce que vous comprenez de l'ordre professionnel, et c'est pour ça que j'ai fait la première interview dans cette série, parce que c'est un représentant de l'ordre des psychologues du Québec, et il explique qu'en fait, c'est extrêmement rare qu'on tombe sur la tête des psychologues. Quand ils font vraiment n'importe quoi, il faut sanctionner, mais c'est extrêmement rare. L'objectif de l'ordre, parfois, c'est de dire, écoutez, il y a des difficultés, une personne s'est plainte, on est là pour faire une médiation et puis peut-être pour vous apporter un soutien, un accompagnement, un renforcement de votre formation. Les psys débattent sur Beurre FM. D'ailleurs, on va inviter tous ceux qui ne veulent pas débattre avec vous et répondre à vos interviews. Maximilien Bachelard, je rappelle que vous avez une chaîne YouTube sur laquelle vous interviewez des psys. Voilà. C'est ça, dis donc. Parce qu'ils se parlent pas en fait. Non, c'est vrai, non, sérieux. Non, mais c'est sincère. Les gens arrêtent pas de me dire c'est marrant, c'est vrai que finalement on se retrouve nulle part. J'ai une collègue qui m'a dit on devrait organiser un congrès. Je lui fais un petit coucou si elle me regarde. Elle s'appelle Véronique, c'est la deuxième Véronique. Et elle m'a dit c'est vrai que finalement on pourrait peut-être se réunir. J'ai vu une vidéo, vous avez deux Véroniques sur la même ça en est une des deux. D'accord. Faut deviner, voilà. Et je regarde votre chaîne, Maxime. C'est vrai, je vois ça. Bien, alors on parlait de ce conseil de l'ordre qui n'existe pas et que vous appelez de vos voeux, Maximilien. Michael voulait réagir, mais vous le rattachez à quel ministère? De la Santé ou pas? C'est la grosse question. Alors, dans une interview, il y a encore un autre débat. Oui, il y en a 150 en fait. À travers les interviews, on voit les débats qui sortent. La question de Philippe est intéressante et je m'adresse à vous, Philippe. Est-ce que vous savez quel est le ministère de tutelle des psychologues en France? Le ministère de la Famille. Eh bien, pas du tout. Le ministère de tutelle, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ah ouais. Alors que plus de 70% des psychologues œuvrent dans le domaine de la santé en France. Ouais, bon. Mais on n'est pas reconnu comme une profession de santé. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas un personnel soignant. Pas du tout. On est reconnu comme professionnel de la santé par l'Union européenne. Par l'Union européenne. Moi, en tant qu'expert judiciaire, je suis inscrit sur les listes d'experts judiciaires dans la catégorie professionnels de santé. On a un numéro ADI, un numéro d'immatriculation des professionnels de santé en France. Mais on n'est pas on n'est pas dans la liste des professions de santé. Voilà. Ah non, mais il y a des incohérences partout qui marquent aussi finalement certaines négociations ratées, manquées par les psychologues, qui malheureusement veulent un peu tout et rien et sont jamais vraiment d'accord. Donc, Michael, vous êtes un soignant ou pas?
Pour je considère comme un soignant, je reçois des gens qui sont en souffrance et je pratique, je mets en place des techniques et des méthodes de soins psychologiques qui sont approuvées par la science. Donc je me suis toujours considéré comme un soigngnant, évidemment, oui. Maximilien? Ah bah oui, aussi. La réponse est nickel. D'accord. Bon. Alors, vous vouliez rebondir, Mickaël, sur quelque chose tout à l'heure? Ouais, alors sur un point très, très rapide, on parlait de l'ordre professionnel. On disait que la priorité numéro 1 de l'ordre, en tout cas de la constitution de l'ordre professionnel, c'était de protéger l'usager, et à juste titre. Il y a aussi un autre avantage qui me paraît non négligeable, on le voit chez d'autres d'autres professions de santé, c'est aussi de réguler l'exercice. Et notamment à travers une régulation géographique de l'exercice de la profession. Je pense notamment aux infirmières. Et moi j'exerce en libéral, et les infirmières comme Maximilien et les infirmières ne peuvent pas s'installer n'importe où et n'importe comment, parce que leur implantation géographique est régulée par l'ordre des infirmières qui dispose d'un quota par secteur géographique. Alors je ne sais pas sur quelle base c'est sectorisé, mais en tout cas c'est un secteur géographique. Et lorsqu'une infirmière veut s'installer, elle ne peut le faire lorsque le secteur est déjà saturé qu'à condition qu'un poste de libéral se libère. Et ça régule la question de la concurrence déloyale. Et ça pose la question de la concurrence déloyale d'une part, et d'autre part, ça protège aussi l'usager, parce que plus vous avez d'infirmières sur un secteur, plus elles vont faire concurrence et plus elles vont essayer en tout cas, elles vont être tentées d'aller vers des méthodes de démarchage qui sont peut-être un peu bizarres. Je pense que pour un psychologue, c'est un peu compliqué, mais je vois pas en quoi ça serait moins pour un médecin, parce que on est quand même dans un métier de rencontre. La vidéo, ça nous coupe de tout un tas d'informations qui sont importantes. Il faut savoir que l'interaction entre deux personnes, l'interaction humaine, c'est 80% de l'engagement verbal et 20% de langage verbal. Donc en fait, vous voyez bien, on porte tous des masques en ce moment, j'espère en tout cas. Vous voyez bien que le contact est quand même pas le même. On n'a pas accès aux mimiques du faciès, tout ça c'est quand même important pour un psychologue, parce que contrairement à un médecin qui lui dispose de tout un arsenal d'examens, à travers des examens paracliniques, il peut faire une radio, il peut demander au poumon du patient de lui parler sans que le patient lui dise de ce qu'il y a au poumon. Nous on ne peut pas. On fait uniquement avec ce qu'on a en face de nous. Donc c'est super compliqué de faire avec la téléconsultation, même si dans certains cas, ça peut être utile. Moi, ça me l'a été pendant le confinement. Il y a des patients avec lesquels, depuis le déconfinement, j'ai pu faire encore quelques téléconsultations. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de faire en présentiel. Je pense que c'est une question par pur souci de qualité de la consultation. La présence du corps est indispensable, quoi. Ça fait partie de la communication, quoi. Ça fait partie. Et moi, j'ai des techniques aussi que je fais incorporer. Par exemple, je pratique le MDR, qui est une méthode de traitement du trauma. Je peux pas le faire en téléconsultation, c'est impossible. C'est comme si vous demandiez à un médecin de faire une infirmière de faire une prise de sang en téléconsultation, c'est impossible. Il faut qu'on ait aussi le patient devant nous. Oui, parce que c'est une interaction perpétuelle. C'est une interaction perpétuelle, et aussi, il faut que tu le dises, MDR ou hypnose, mais même plus généralement, on fait en fonction de la réaction en direct en face aussi. Puisqu'on est dans un ajustement. Parce que ce n'est pas une technique qu'on envoie par la poste, que la personne ouvre et s'applique à elle-même. C'est bien ça aussi qui est important, c'est que l'aspect relationnel est indispensable, c'est le moteur d'une thérapie. Donc il faut aussi, et ça on peut le rajouter, il faut que le praticien soit à l'aise. Parce que tant qu'il n'est pas à l'aise, ça ne marchera pas en fait. C'est pas possible. Il n'y a pas de patients qui se ressemblent dans notre métier. C'est-à-dire que la proportion de la subjectivité, la part de la subjectivité est peut-être beaucoup plus importante chez un psychologue que chez un médecin. Un médecin a une clinique, ça reste un clinique, une fièvre, ça reste une fièvre, même s'il doit ajuster aussi au corps qu'il a devant lui, à sa physiologie. Mais nous, on n'a que ça, quoi. Il est sur des données quantifiées régulièrement. Donc, il n'y a pas deux patients qui se ressemblent, mais est-ce qu'il y a deux psys qui se ressemblent? Non. Et je pense que c'est aussi le problème, si on fait un pont sur le plan politique, c'est aussi un des facteurs qui, à mon sens, est à notre décharge, nous les psychologues, qui explique l'incapacité qu'on a eue, c'est pas le seul, hein, bien évidemment, mais l'incapacité qu'on a eue jusqu'à présent de se regrouper autour d'un intérêt commun, d'une identité professionnelle commune, parce que c'est bien de ça qu'on parle. On parle bien de politique et d'identité professionnelle, on n'a pas été capable de le faire. Pourquoi? Parce que de base, on est peut-être le métier au monde qui fait plus dans le subjectif. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a le titre, il n'y a qu'un seul titre qui existe, c'est psychologue. Mais il y a des psychologues cliniciens, il y a des neuropsychologues, ceux qui font de la psychologie du travail. On a des spécialités différentes. Voilà, et en 2020, on redécouvre régulièrement et chaque année les points communs qu'on a entre nous, quoi. Parce que espèce de groupe, de clans qui se forment, il n'y a pas forcément de guerre, mais on a du mal à trouver un fil rouge commun. Alors pour vous, par exemple, ça serait lequel, Maximilien? Le fil rouge commun. Ouais.
Il y a plusieurs choses à dire. Je pense qu'il y a la question d'être en relation avec une subjectivité. On est dans la question du soin et de la santé. Ça, c'est quelque chose qui est revenu à travers les interviews. C'est que finalement, on s'adresse toujours à la santé. Même quand on est dans une entreprise, on n'est pas là pour optimiser le chiffre de l'entreprise. On est là pour s'intéresser quand même à la santé d'une personne ou d'un groupe. Donc, je crois que la question de la santé, finalement, on la retrouve partout, il me semble. Je suis convaincu qu'on peut faire consensus autour de cette notion-là. Quand j'entends les vieilles générations de psychologues qui pour la plupart sont abreuvés de psychanalyse, et viennent dire mais il est hors de question que les psychologues soient professionnels de la santé, et qui avancent comme argument mais le psychologue qui est un psychologue du travail qui fait des bilans de compétences n'œuvre pas pour la santé du sujet qu'il a devant lui. Excusez-moi, mais en quoi le médecin légiste c'est un professionnel de la santé, quoi. Voilà. En quoi le médecin légiste fait du soin? Et pourtant, c'est un professionnel de la santé. Quand on fait un bilan de compétences, moi je peux vous dire que mes patients en psychothérapie qui font des bilans de compétences avec des psychologues du travail, ils sont en général assez bouleversés par leur bilan de compétences parce que ça leur apprend beaucoup d'eux-mêmes. Ça les met en réflexion. Ils sont dans un vrai travail thérapeutique, même s'il est secondaire. Et la santé, c'est pas qu'une absence de maladie ou d'infirmité, comme le dit l'OMS. Ouais. C'est aussi une question de bien-être social, physique, mental, une question de bien-être dans l'interaction avec les autres. Et puis, je suis persuadé qu'on peut trouver un consensus autour de ça, mais après, ça demande. C'est toujours une question de politique, finalement. Il y a des spécificités aussi qu'il faut noter, c'est-à-dire que le psychologue, une des spécificités qu'il a, c'est, même s'il n'a pas toujours une connaissance approfondie, mais de la psychopathologie, c'est aussi un expert des tests, d'évaluation de la personnalité, de l'intelligence. Le QI, par exemple. Bah, c'est le psychologue qui évalue ça, point barre, en fait. C'est à personne d'autre d'évaluer ça. Et oui. Et puis personne ne peut le faire. C'est devenu un business aujourd'hui, les enfants, je peux vous dire, de ne pas faire passer les tests de QI. Mais c'est pas parce que c'est devenu un business que c'est une bonne chose. Il n'y a pas que les psys qui les font passer. Oui, c'est ce que je suis en train mais de dire. voilà, normalement, celui qui est le plus à même de faire ça, voilà. Moi, je suis pas le plus à même de pouvoir prescrire un antidépresseur, même si je commence à force des années à avoir quand même une bonne expérience là-dessus. Je me risquerai jamais à ça. Moi, j'ai eu une bonne formation en psychopharmacologie. Pareil, mais moi aussi j'ai eu ça au Québec, mais sauf qu'on ne connaît pas le corps comme un médecin. Donc il y a beaucoup trop de paramètres en jeu, ce serait risqué, on n'oserait pas. Un psychiatre ne connaît pas la dynamique psychologique d'un individu aussi bien qu'un psychologue. Un électricien, il a plein de qualifications en maçonnerie. Ça fait pas pour autant lui un maçon, quoi. La différence importante aussi, et que je note, et je pense que Mickaël se retrouvera là-dedans, c'est que les psychopraticiens qui sont parfois formés en quelques semaines, ils n'ont pas peur de poser une plaque, ils y vont. Ils ont un côté entrepreneur et ils n'ont pas la trouille. Ce qui fait la différence c'est pour ça que ça fonctionne. C'est ce qui fait la différence avec le psychologue qui est plus souvent avec des angoisses parfois. Est-ce que je suis un imposteur? Est-ce que je vais bien faire ou mal faire? Mais c'est parce que aussi il y a une question de déontologie derrière qui peut gratter la tête. Est-ce que je vais pas nuire? Et c'est vrai que pour certains, j'ai envie de leur dire ralentissez un petit peu parce que ça se trouve vous allez faire du mal. Voilà, et c'est essentiel. Quand vous dites, Philippe, que ça fonctionne, en effet ça fonctionne parce que ces gens-là ils ont un public. Mais on ne peut pas non plus demander à quelqu'un qui est en souffrance, autrement dit le patient, d'avoir la clarté d'esprit, d'avoir l'éclairage technique, institutionnel, scientifique d'un professionnel. C'est au professionnel de faire ça. Nous, les psychologues, les psychiatres, on peut le faire. Un psychopraticien ne peut pas le faire. On ne peut pas demander à un patient d'avoir la maturité nécessaire. Il faut éduquer les patients. Il y a un vrai problème de psychoéducation. Ouais. Il y a un vrai problème de psychoéducation. Quand vous mettez des psychos partout, la psychoéducation. Mais non, mais c'est vrai qu'il faut éduquer. Mais est-ce que les gens ont quelque chose à faire aussi? C'est important. Non. Non, parce que c'est devenu du lifestyle, comme on dit aujourd'hui. Je suis pas trop d'accord avec vous. Ah si, les gens achètent le psy qui leur va, qui correspond à leur style de vie, le coach qui leur va, Je pense qu'on a à l'ère de la facilité où les gens verront ce qui est le plus facile et ce qui demande le moins d'efforts. Et à partir du moment où vous prenez vraiment le temps de leur expliquer, de leur faire comprendre que moi je fais beaucoup ce travail avec mes patients pour désacraliser un petit peu le rôle du psy et puis foutre un petit peu sur la gueule des psychopraticiens, je ne me gêne pas pour le faire. À un bout d'un moment, ils comprennent et disent oui, en effet, si vous avez fait des études, c'est que c'est pas pour rien, c'est que ça sert à quelque chose. C'est la question de responsabiliser les patients, je crois. Bien, Mickaël Morlet-Rivelli, on fera une autre émission, parce que c'est fini là pour aujourd'hui. Maximilien, rappelez l'adresse de votre chaîne YouTube pour tous ceux qui veulent. Je n'ai pas l'adresse, à chaque fois tu me demandes. Les psys parlent aux psys, vous écrivez ça sur Google et vous trouverez. Non, parce que votre nom est assez difficile à orthographier, c'est pour ça. Et la prochaine vidéo qui sort, c'est Mickaël. Ah, c'est Mickaël, donc on va pouvoir écouter Mickaël. La pêche, Mickaël. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas de nous avoir donné de votre temps entre deux expertises, Mickaël. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci, Maximilien. Vous réécoutez l'émission sur le site de Beurre FM, beurrefm.net, il y a les podcasts qui sont disponibles. Et vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.